Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Oui, ça y est, le parrain volume 4 va bientôt sortir en exclusivité. Vous avez Don Lopez qui est là. Bonjour monsieur, comment ça va? Salut, monsieur Guillaume. Comment vas-tu? Bah Je vais ça va vraiment. très bien, écoute. Il s'est passé pas mal de choses la semaine dernière à l'UFC puis en MMA en général. On va voir tout ça ensemble et je vais commencer par quelque chose, on n'en parle pas beaucoup, c'est le ONE FC. Et je me suis dit, est-ce que Ares Fighting Championship pourrait pas faire quelque chose comme ça? Déjà toi, qu'as-tu pensé du Dimitrius Johnson Rodtang avec des rounds de MMA puis des rounds de Muay Thai? Est-ce que tu penses que ça peut s'adapter à toi ce que tu proposes? Ça pourrait le faire. Je pourrais le faire. Ce n'est pas mauvais en soi, mais j'aime pas dénaturer la logique interne d'une discipline sportive et la modifier. De manière générale, ce qui se passe avec les combats qui sont du genre, il y a une partie qui est en Muay Thai, il y a une partie qui est en MMA, il n'y a pas de surprise. Il n'y a quasiment jamais de surprise. Tu mets James Toney contre Randy Couture, tu sais déjà ce qui va se passer. Tu mets aujourd'hui Dimitrius contre un grand champion de Muay Thai qui a quasiment tout gagné, qui est très bon. Tu sais que s'il survit, voilà ce qui va se passer. Tu sais, en fait, le script est écrit. Du coup, ce côté où il n'y a pas de surprise parce que les gens sont très dominants dans leur discipline sportive ne me meut pas, ne me parle pas beaucoup. Mais sinon, c'est divertissant. Je pense que c'est le meilleur moyen de croiser les deux publics. On le fait à notre manière, mais sans changer les règles du jeu. Quand Karim Gadji, qui est plusieurs fois, une quinzaine de fois champion du monde de Muay Thai et de kickboxing, croise le fer avec un puriste du MMA comme Marek, le Polonais, on sait qu'il y a un différentiel, même si Karim Gadji, c'est pas n'importe qui en MMA, puisqu'il avait déjà gagné 2 fois par soumission. Voilà, on va un peu vers ça. C'est pour ça que je n'ai pas envie de cracher dans la soupe. Mais j'ai dit encore que les rounds, comme on le faisait à l'époque de Jérôme Le Banner, qui combattait au Pride, de un round de MMA plus un round de gras plus un round de MMA plus un round voilà, ce n'est pas, ça dénature un peu la logique interne de la discipline. Et Arès, on a envie de s'inscrire dans quelque chose de classique comme étant de reconnaître tous les signes d'une organisation carré et classique des MMA. Ensuite, avec nos singularités, nos précisions, notre manière de faire du matchmaking un peu de manière différente. Donc, euh, voilà quoi. On joue un peu dessus, on travaille dessus. À chaque fois, on fait des mix et tout. D'ailleurs, bientôt, euh, il y aura certainement quelqu'un qui a été un champion au Glory et qui va passer sur qui va passer sur Arès et qui va faire qui va continuer sa carrière de MMA sur Arès. Donc on mixe ça, on joue avec ça, mais on le fait à notre sauce sans aller dans les extrêmes. J'ai beaucoup aimé le jeu, j'ai diversifié par le One FC, le One X comme on l'appelle. C'était une carte de malade. J'ai beaucoup aimé. Mais encore une fois de plus, est-ce que est-ce que je m'inscris dans ça et de m'intéresser à, déjà, m'intéresser à Dimitrius, c'est l'un des coachs. Si on enlève le fait qu'il soit très léger, pour moi, ça a été pendant très longtemps le coach. Donc, l'avoir sur Arès, ce serait un pur honneur. Mais encore une fois de plus, comme je le disais l'autre jour sur un commentaire, je préfère préserver notre petit budget pour des acteurs qui aident la Ligue Ares à grandir de manière organique et qui sont là pour longtemps, que de penser à des mercenaires. Parce que dans le cadre de Dimitrius Johnson, on va certainement le payer à Arès, mais on ne va pas le payer 2 fois ou 3 fois. Et donc, dans ce cas, ça devient un mercenaire qui vient, qui ramasse un pactole, qui appauvrit toutes les personnes autres qui viennent construire l'image d'Arès et la marque Arès. Et donc, du coup, faut savoir reconnaître quand
quand c'est au-dessus, on va juste observer Dimitri Johnson faire ses performances ailleurs. Et pour ce One X, le One FC faisait ses débuts, je crois, en pay-per-view. Toi, est-ce que tu penses que c'est, je vais pas dire suicidaire, mais on va dire que le One FC, depuis toujours, c'est une organisation qui est quand même très opaque dans son fonctionnement. Ici et là, tous les ans, il y a des rapports pour dire qu'ils ont perdu des millions et des millions. Toi, tu penses que aujourd'hui, le succès du One FC se trouve dans quelle, on va dire, dans quelle stratégie? Bien malin, serait celui qui peut le dire. Vous imaginez que le boss du One FC, il est là depuis des années avant d'ouvrir sa ligue de MMA. C'est un multimillionnaire qui est expérimenté dans les affaires, qui est un très grand entrepreneur. Vous imaginez pas que c'est moi qui vais lui donner des leçons et lui expliquer où est-ce on se situe et quel est le modèle business le mieux à faire. Non, on peut pas faire ça. Enfin, en tout cas, je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas les compétences pour le faire. Ce que je sais, c'est que l'expérience va montrer qu'on teste des choses, on teste souvent des choses en tant que promoteur sportif. On a vu sur la Ligue Ares, on a testé dans un premier temps le pay-per-view directement avec une société privée. Ensuite, quelques temps après, on a fait le pay-per-view plus RMC. Ensuite, on a fait RMC tout seul. Et ensuite, on est arrivé à la conclusion que RMC, ça nous rapportait moins et ça apportait moins d'exposition que UFC Fight Pass, puisque UFC Fight Pass, c'est worldwide, c'est le monde entier, et que on a RMC qui est localisé sur la France, qui a une belle niche et tout, mais quasiment la totalité des personnes qui regardent RMC ont déjà l'UFC Fight Pass parce qu'ils savent qu'ils vont bénéficier de tous les combats UFC qui ne sont pas numérotés gratuitement et même les numérotés qui ne sont pas en pay-per-view. Donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui y vont pour regarder même les grosses compétitions de grappling et tout. Voilà un peu l'évolution de ce qu'on fait. On teste sympa à gauche, à droite. Je pense que le niveau des tests du One FC est très, très, très au-dessus de nous et qu'ils ont déjà testé pas mal de choses par rapport au contexte asiatique, parce que c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché américain n'a rien à voir avec le marché asiatique, encore moins à voir avec le marché européen. Donc, chacun dans son domaine va essayer d'aller gérer et ramener son modèle business dans ce qui marche bien avec ce que la population aime. L'histoire du Japon, de l'Asie, de la Chine, c'est quelque chose, ils aiment beaucoup le folklorique et que ça a un sens d'amener un mec qui a 95 kilos combattre contre un mec qui a 130 kilos. On l'avait déjà vu. On sait que on a déjà vu des compétitions où il y a des personnes venues de toute une autre discipline qui vont combattre en kimono et d'autres en short de MMA. Voilà, c'est un peu le domaine du folklore et donc du coup, ces modèles qu'ils ont en termes de sport, c'est déjà, ça match avec eux. Le modèle économique aussi devrait matcher avec eux. En tout cas, ils ont une grosse expérience. Ils sont pas à leur début. Voilà, je ne peux pas, je ne sais pas dire. C'est que même dans ma propre ligue à moi, je suis encore en train de tester les modèles business et les modifier au fur et à mesure que l'histoire avance. Donc voilà, on n'en saura pas plus pour le One FC, mais en tout cas, il y avait un très très gros événement la semaine dernière. On va passer maintenant à l'UFC. Et quelqu'un qui a call out un poulain de Fernand Lopez, il s'appelle Curtis Blades. Il s'est imposé par TKO au deuxième round face à Chris Dacaus. Bon, moi j'ai trouvé un peu quand même, hein. Limite, t'as Stipe Miocic qui est là, qui est au premier rang, et toi tu call out Cyril Gane. Est-ce que toi, ça t'a fait plaisir, mine de rien, de te dire c'est cool que Cyril reste quand même dans le jeu, parce qu'on en parlait la semaine dernière, c'était un peu dommage, enfin, c'était un peu dommage pour nous en tant que supporters de Cyril et Français, de voir que les Taitu Vasal et Thomas Spinal, ils commençaient un petit peu à tirer la couverture de leur côté. Là, il y a quelqu'un qui n'oublie pas Cyril Gane, et en plus qui est très bien classé, qui s'appelle Curtis Blades. Absolument. Alors, des possibilités de Curtis Blades est très raccourci. Hein. Il n'y a pas beaucoup de call-out possibles pour lui, pour être honnête. C'est-à-dire que moi, je l'aurais bien vu call-out Taito Vasa. Parce que pour le coup, ce match-là, pour lui, vaut mieux que pour Thomas Spinal, Taito Vasa. Taito Vasa est quoi? Il est troisième, c'est ça? Il est mieux classé, en tout cas, que Curtis Blade. Et en plus, il est facilement battable. En tout cas, sur le papier, beaucoup plus battable que Cyril Gane. Voilà ce que je pense. Maintenant,
Le raccourci qui est le bon, c'est d'aller chercher directement la ceinture. Ne pas se prendre la tête. Il y a une ceinture intermédiaire qui arrive. Il fait ses petits calculs et il se dit, OK, quelle est la personne qui a le plus de chances de pouvoir avoir la ceinture intérimaire bientôt? Il se dit, c'est Cyril Gane. Et pourtant, ce n'est pas forcément vrai. Dans le sens où tout dépend de ce que veut faire l'UFC. Si l'UFC se dit, le match revanche entre Cyril et Ngannou nous intéresse, auquel cas, on va mettre ce combat. Ensuite, si jamais c'est Curtis qui gagne, bon, on est mal parce qu'on ne peut pas le remettre si Francis revient, parce que c'est la 3e fois, ça ne marche pas. Si jamais c'est Cyril qui gagne, bon, on a toujours un moyen de mettre les pieds à Paris de manière puissante comme on aurait souhaité le faire. C'est très compliqué pour Curtis de savoir exactement où il va. Et on le voit dans sa manière de rechanger d'avis quelques minutes après et dire, finalement, je pense que Stipe, ce n'est pas un mauvais call-out. J'ai toujours rêvé d'être comme lui. Tu es un bon, tu es machin, j'ai beaucoup de respect. Donc, pour te respecter, pour devenir comme toi, il faut que je te batte. Nouveau call-out de la part de Curtis Blade. Mais quoi qu'il en soit, c'est très compliqué aujourd'hui. Même l'UFC, pour être honnête avec vous, de ce que je ressens quand je discute avec, ils ne savent pas encore où aller. Ils ont vraiment des problèmes de riches. Pour la première fois, la catégorie de poids lourd de l'UFC a des problèmes de riches. Il y a au moins 5 personnes qui ont le potentiel de devenir champion du monde à tout moment. 5 personnes qui peuvent devenir potentiellement champion du monde. Et c'est très bien. Quoi qu'il en soit, le call-out en lui-même, vis-à-vis de nous, de Cyril, pour d'autres camps à nous, moi, je trouve que c'est cool. C'est cool d'être dans les discussions et d'avoir les gens qui te call-out. C'est toujours une bonne chose. La deuxième chose, c'est que c'est un vrai problème, Curtis Blade. Alors, on en avait parlé avec Rust et pour lui, il est en mode c'est le pire match-up possible pour Cyril. Est-ce que toi, tu le mets à ce niveau-là de problème, Curtis Blades, ou alors tu as la réponse, parce que je le rappelle quand même, tu l'as déjà affronté 2 fois, et tu l'as battu 2 fois, c'était à l'époque de Francis. Nous l'avons affronté, on va dire que... Oui, c'était... Je l'ai affronté, je ne l'ai jamais affronté, je n'ai pas les compétences pour l'affronter, je ne peux affronter personne. Effectivement, j'ai été dans le coin de Francis sur les 2 victoires qu'il a eues contre Curtis Blade. Je le connais un peu, Curtis Blade. Curtis Blade était un vrai problème pour la division, hein. C'est-à-dire qu'il a joué de pas mal de malchance dans sa manière de combattre souvent. Mais encore une fois de plus, je vais sortir de l'idée des match-ups, les pires match-ups. Je l'ai dit pour Volkov, que Volkov a été le pire match-up pour Cyril. Et c'était vrai. La manière dont Cyril combat, vu la longe de Volkov, vu le style de Volkov, vu l'agressivité de Volkov dans son A-game, nous a posé beaucoup de problèmes. On a vu, jusqu'ici aujourd'hui, le pire match-up qu'a fait Francis et Cyril de sa vie, c'est contre Volkov. Mais sauf que Thomas Spinal a balayé Volkov d'un revers de la main. Donc, l'idée de pire match-up, c'est toujours relatif, c'est toujours vis-à-vis de qui, comment. Ok, sur le papier, je rejoins Rossi quand il dit c'est compliqué. C'est vraiment un match compliqué pour Cyril, dans le sens où la dernière fois où Cyril a été en difficulté, c'était en lutte et en grappling, face à un mec qui est un striker. Aujourd'hui, on peut dire sans risque de se tromper que le pire grappleur de la division, avec un gros accent sur la lutte, est Curtis Blade. Si en plus de ça, il montre qu'il a le knockout power, ça devient un problème quand même. Donc, on sait aujourd'hui que Cyril est capable de dévier le knockout power, puisqu'il a été avec les mecs qui frappent le plus fort dans la division. C'est qu'il n'y a pas plus knockout artiste que Jairzinho ou que Francis Ngannou. Ou que Derrick Lewis. Il a coché toutes les cases de je peux jouer avec tout le monde qui frappe super fort. Mais non, on a un problème quand même. C'est que, OK, il a été capable de mettre des takedowns en timing de malade mental à Deontay Mal. Il a été capable de réitérer ce timing avec Francis Ngannou.
Cependant, Francis Ngannou a pu l'amener au sol plusieurs fois et le battre sur une phase de grappling. Donc, c'est une question qui reste très ouverte et nous sommes curieux d'aller tester ça, d'aller voir ça. Ah, et pour toi, est-ce que c'est la meilleure, finalement, le meilleur moyen, on va dire, pour se remettre en selle? Parce que je me souviens à l'époque du deuxième combat contre Curtis Blades, Francis était en difficulté. Il y avait aussi le côté un peu punition de la part de l'UFC de dire on va l'envoyer en Chine face à un mec qu'il a déjà battu. Enfin, clairement, c'était pas un cadeau de la part de l'UFC. Est-ce que toi, tu préfères justement ce genre d'opposition où t'as tout le monde qui est en mode ah regardez on va voir un peu ce qui va se passer face à un mec qui est censé le mettre en difficulté. Toi tu préfères ça ou être dans une situation un petit peu plus ouverte où c'est un adversaire on va dire qui est certes très fort parce qu'aujourd'hui Cyril affronte que des cracks tout simplement mais où il n'y a pas ce côté là de on va répondre directement aux gens. Quand tu es arrivé à un certain niveau de compétition, je vous dis, j'aime parler avec le cœur, avec beaucoup d'honnêteté. Quand tu arrives à un certain niveau de compétition, ton regard n'est plus aussi manichéen. Tu prends de la hauteur à mort. C'est que dans le cas de Cyril, il n'y a rien qui est différent de l'autre. C'est que c'est du pareil au même, en fait. C'est que à ce niveau de compétition, ces gens-là n'ont plus un problème de « Oh, j'ai peur de perdre. Oh, il faut pas que... » On n'en est plus là, en fait. C'est que tous ces combats sont des combats intéressants. Et les combats qui font plus sens, et c'est là où sort ma casquette de manager et pas d'entraîneur, ce sont les combats où il y a un titre quelque part. C'est pour ça que le call de Curtis, le premier, a un sens pour moi. Il a même beaucoup plus de sens que le call de Tom Aspinall qui va chercher Tai Tuivasa. Parce que Tai Tuivasa peut mettre KO n'importe qui sur la planète Terre. Sur une mauvaise soirée, Tom Aspinall, il n'est pas plus intelligent ou plus fort que Darren Till à l'époque. Hein. Mais on a vu la carrière de Darren Till basculer sur une patate venue de l'enfer de la part de comment il s'appelle, hein? Masvidal. Masvidal. Donc, si tu veux, ce que j'essaie de dire, c'est que il y a des gens qui vont te dire oh, fais attention de faire des collades de fou parce qu'on pourrait te donner, il pourrait t'arriver, en anglais on le dit bien, tu risques d'avoir ce que tu as demandé, fais attention de demander tel nom, mais qu'est-ce qui risque d'arriver en fait? Enfin, un gars comme Curtis Blade, qu'est-ce qui risque de lui arriver à part avoir beaucoup d'argent? En gros, c'est simple. Curtis Blade combat pour pas la ceinture, il combat pour 150 000 $ et des poussières. Curtis Blade combat pour la ceinture, il combat pour 500 000 $. Fin de l'histoire, échec et mat. Quand on sait comment il peut se prendre des KO où on ne s'attend pas du tout, et quand on sait qu'il peut mettre des KO où on n'attend pas du tout, alors, déjà, moi, je pense que Doko a été un peu précipité rapidement sur les gros poissons. C'est un gars qui avait un potentiel, mais il a un gabarit qui n'est pas en faveur de lui. Il est probablement le plus léger ou le plus petit en tout cas. Je ne sais pas comment, mais visuellement, il n'est pas, je ne me rappelle plus exactement son point, visuellement, il n'est pas massif. Et il venait de prendre un violent KO contre Derrick Lewis, remonter sur le truc avant, enfin, à peine 2 mois après, 3 mois après, et reprendre un autre KO, c'est pas intelligent de sa part, c'est violent ce qui vient de se passer. Je ne suis pas sûr qu'il va remonter la pente aussi facilement. Mais quoi qu'il en soit, quand tu as un niveau de compétition très élevé, comme Cyril, qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive en fait? En gros, le choix n'est plus un choix de dire ah, s'il y a John Jones, je peux battre John Jones, il peut me battre. Ah, s'il y a Tai Tuivasa, il faut me battre, il ne peut pas me battre. Le choix devient mathématique. De la même manière, je vois d'ici de très loin ceux qui ne font pas le métier de combattant et qui pensent que combattant, c'est un divertissement et que c'est un jeu. Mais quand ces mecs-là vont faire leur boulot, s'ils sont infographistes, ils vont aller chercher le plus gros marché en infographie pour pouvoir vendre bien leurs produits, leur artwork. S'ils sont boulangers, ils vont faire des pains différemment pour pouvoir vendre le plus cher possible. Ils vont aller ouvrir leur salle de sport, leur boulangerie sur les Champs-Élysées pour vendre le meilleur pain possible à 6 € le pain au lieu de 1 €. C'est comme ça que la vie, elle fonctionne.
Ce n'est pas d'être vénal, c'est juste que quand vous êtes entraîneur, vous voulez entraîner dans la meilleure salle du monde. Vous êtes entraîneur, si on vous demande est-ce que vous voulez entraîner en deuxième div ou bien au PSG, vous choisissez le PSG. Il ne faut pas qu'on vienne vous dire oh mais non, lui il parle que d'argent, lui il est vénal, il ne parle que d'argent. Calmez-vous. Il n'y a pas de ça. Il y a juste de dire que au niveau de Cyril, ou au niveau de Curtis Blade, ou de Francis, ou de John Jones, ils sont plus à un coup de poing près, ils sont plus à un KO près, ils sont plus à une soumission près, ils sont plus à une défaite près. Ils sont à comment je marque l'histoire parce que je gagne une ceinture, comment je marque l'histoire pour sécuriser que même si je ne gagne pas la ceinture, j'ai le maximum d'argent possible. Et donc, du coup, le call-out de Curtis Blade prend tout son sens. Parce que dès qu'il y a un titre, les enjeux s'envolent et le niveau d'argent monte de manière drastique. Et encore une fois de plus, je vous rappelle que le métier d'entraîneur que j'ai, c'est de me baser sur des compétences, sur des qualités scientifiques, sur des connaissances scientifiques, sur des connaissances empiriques pour amener le gars à performer. Le métier d'agent, c'est de faire à ce que mon gars prenne le plus d'argent possible et le moins de dommages possible. Voilà le rapport qu'il faut faire. Quand tu as compris les deux, ton niveau en fait de vision du combat n'est plus celui de dire oh, j'ai peur, il est chaud, il peut mettre une soumission, oh j'ai peur, il peut mettre un KO. Non, ce n'est plus ça. Et puis surtout que tout est possible. Aujourd'hui, tout le monde peut mettre tout le monde KO chez les poids lourds. Donc, ouais, pour que tu puisses pousser, même dans les grands livres de stratégie de guerre, pour que tu puisses pousser une armée à faire demi-tour et qu'il n'y ait pas la guerre, un général doit discuter avec l'autre général et lui prouver que j'ai une arme et tu n'es pas prêt pour ce genre d'arme. Cette arme-là, c'est une arme tellement puissante que si tu fais la guerre avec moi, les dommages collatéraux seront au-dessus des bénéfices de ce que tu vas gagner, éventuellement. Donc, le meilleur truc, c'est que là, fais demi-tour et on ne fait pas la guerre. Voilà un peu les meilleures manières de dissuader. Et donc, dites-moi, dans le cas de Curtis Blade, qui fait un call-out à Cyril Gane, qu'est-ce qu'il lui trouve? Qu'est-ce qui serait? Dites-moi un peu si si Cyril dit je veux John Jones pour la ceinture intérimaire, qu'est-ce qui serait l'arme dissuasive? Il va lui faire quoi? Une patate venue d'une autre planète qui va faire qu'il ne marche plus jamais? C'est quoi le délire qu'il va lui faire? Il va juste gagner le combat, dans le pire des cas. Et comme c'est pour une ceinture intérimaire, il aura encore mis de côté un peu plus pour ses filles, mis de côté pour la famille. Et voilà un peu comment... Voilà, j'essaie juste de relativiser, de donner la perspective à ceux qui nous regardent. Ne regardez pas le MMA comme étant votre loisir à vous. Regardez-le de la perspective quand on fait les choix des athlètes comme étant qu'est-ce que vous aurez fait à leur place si c'est votre métier. Et là, vous arrêtez de dire oui, sportivement, fait que non. Quand c'est votre métier, si vous êtes chauffeur d'Uber, si vous avez moyen, vous allez upgrader votre Uber en Uber Black, histoire d'aller prendre des personnes beaucoup plus prestigieuses à l'aéroport et recevoir beaucoup plus d'argent. C'est le même truc de la part d'un combattant. Un combattant va se mettre dans la situation de dire tant qu'à combattre, tant qu'à prendre des KO, autant aller combattre et prendre des KO contre des mecs qui sont au niveau très prestigieux de la ceinture. Et si j'échoue, je tombe en avant. Et voilà, maintenant vous savez. Petit dernier point sur Curtis Blade, sans rentrer dans le détail, parce que peut-être que le combat va finir par se matérialiser. Toi, aujourd'hui, quelle piste tu explores pour réussir à s'imposer face à Curtis Blade? Il n'y a pas la magie. Curtis Blade, c'est Cyril Gane. C'est faire le Cyril Gane. C'est tout. Il ne faut pas inventer autre chose. Tu vas contre-lutter, tu essaies de montrer que tu sais trop lutter, tu vas tomber dans un piège. Il faut juste faire le Cyril Gane. Toucher, ne pas être touché. Parce que qu'est-ce qui se passe quand je touche et je ne me fais pas toucher? J'évite en même temps les patates et j'évite en même temps la lutte. C'est tout. La meilleure manière, en fait, de le faire, c'est ça. Ensuite, pendant le camp d'entraînement, ce que Cyril fait à ce moment, c'est d'élever son niveau de soumission pour que quiconque l'amène au sol soit extrêmement en danger de soumission, élever son niveau de lutte pour que quiconque vienne le lutter sente qu'il y a une grosse défense de lutte,
Mais quand le combat est confirmé et qu'on est en phase finale de préparation, ce qui importe plus, c'est que Cyril Gane soit Cyril Gane, touché sans être touché. Et voilà. On avance avec Manon Fiorot qui s'est imposée face à Jennifer Maia. On s'enflamme un petit peu, on commence à parler de Valentina Shevchenko. Toi, là, aujourd'hui, elle s'est imposée face à la 4e mondiale. Est-ce que Hype Train running at full speed, ou bon, faut encore la voir contre 2-3 adversaires où là, t'es en mode bon, title shot direct, c'est possible? Dans ma logique de tomber vers l'avant, moi, je pense qu'elle pourrait tomber vers l'avant. Elle est impressionnante, Manon. Vraiment, sincèrement, elle est impressionnante. Je pense que Valentina, ces derniers temps, elle n'a pas affronté dans la catégorie d'en dessous, à part Amanda Nunes, elle n'a pas affronté une fille avec une telle densité et une masse. C'est fou comment elle est balèze pour la quantité, Manon. Et ça nous arrive pas souvent, les Européennes, d'être aussi balèzes. Elle est vraiment balèze, elle est massive. Elle a beaucoup évolué, beaucoup progressé au sol, beaucoup progressé en lutte, cardio illimité. Non, je pense qu'il faut y aller. Je pense que encore pire, un combat, mais il faut y aller. Et puis on en saura. Et puis si elle échoue, elle va revenir s'entraîner, elle va repartir. Je pense qu'il faut aller sincèrement. Je pense qu'elle a les âmes. Je pense qu'elle a une âme qui est une âme déjà, j'appelle ça le chargeur universel, le sidekick. Elle l'utilise parfaitement. Elle l'utilise comme un jab. Le chargeur universel, c'est quelque chose qui est une espèce d'équaliseur quand tu veux la paix. Quand tu veux rester tranquille et que tu veux respirer un peu et observer ce que ton adversaire fait, et que tu as un très bon sidekick, qu'on va appeler en taekwondo yopchagi, qu'on va appeler le maigeri sur le karaté, c'est ultra, ultra, ultra intéressant. C'est dur à catcher, à attraper la jambe. Ça te stoppe net, ça t'empêche d'aller travailler. Et bravo pour son adversaire qui en a encaissé pas mal et qui est, voilà, non, je pense que Manon est prête pour y aller. Elle a un niveau de lutte décent, très correct pour pouvoir aller challenger avec, elle fait aux filles ce qu'on a vu Valentina faire à d'autres filles. Des filles qui venaient lutter avec Valentina et qui se faisaient toaster, quoi, qui se faisaient retourner en mode soleil. Et elle fait ça aux filles. Donc, moi, je suis en mode hype train full speed. Moi, je pense qu'on est bien là. Elle est classée 7e aujourd'hui, Manon Fiorot. Elle a call out la 2e, Shokugan, c'est ça, elle s'appelle? Shokugan, ouais. Shokugan, je ne pense pas qu'elle aura ce call out. Je pense qu'elle aura plutôt la 5e, Alexa Grasso, qui vient de gagner récemment, qui est une Mexicaine qui boxe très bien. Ce sera déjà un très bon match. Et je pense qu'après, ça va beaucoup circuiter la ligne et arriver sur le titre directement. Ouais, parce que de toute façon, Valentina Shevchenko a nettoyé la catégorie aussi, donc il faut un petit peu de chair fraîche. Faut qu'on évoque aussi une mauvaise nouvelle, malheureusement, Fernand. C'est Nassourdine Imavov qui ne pourra pas combattre contre Kelvin Gastelum à l'UFC 273. Et dans le même temps, et c'est pour ça, parce que tu vas pas nous mettre dans la confidence, hein, bien évidemment, mais dans le même temps, on a Alex Pereira qui court-circuite tout et qui va affronter Sean Strickland. Est-ce que ça, toi, quand tu vois ce genre de choses, ça te donne pas des idées en mode, bon, il y a peut-être la mauvaise nouvelle là de l'UFC 273, mais tout peut s'accélérer très vite. Même si c'est vrai que Nassourdine, il n'a pas l'histoire qu'il a eu avec que Alex Pereira a eu avec Adesanya. Non, il n'y a pas d'accélération, il y a pas de. C'est pas parce que tu allais affronter Strickland que tu es éligible pour quoi que ce soit. Ça va rien dire, ça. Attends, pour toi, attends, mais quand même, pour moi, Alex Pereira là qui affronte Strickland qui est 6e, c'est clairement parce que l'UFC ils veulent le pousser. Oui. Ah oui. Non, c'est que le pousser, oui, mais surtout aller chercher un bon match-up. Oui, ah bah oui, ça aussi, oui, parce que c'est un combat qui peut gagner. Qui avance comme un rouleau compresseur. Et qui est un anti-lutte pas mal. On sait que, vu la taille de Pereira, ça va être un très beau combat. C'est d'abord ça que l'UFC cherche.
l'UFC, enfin le matchmaking de manière générale, cherche les banger fights. Là, on a un gros banger fight. Le combat de... C'est quand la date prévue pour Strickland contre Pereira? Oh là là, il sait des choses. Ah, je l'ai plus. Je vais retrouver ça là. Je cherche Ok. ça. À ce que je sais, ce combat-là va intervenir probablement 2 mois après le combat de Nassourdine contre Kevin Gastelum. Parce que le combat de Nassourdine contre Kevin Gastelum n'est pas annulé, il est reporté. Une date ultérieure que je ne peux pas dire maintenant, mais il est reporté pour bientôt. Donc c'est UFC 277 en juillet pour Strickland. Ok. Donc, à moins qu'il y ait un incident, on est sûr que Nassourdine va combattre beaucoup avant juillet. Donc, à partir de ce moment, déjà, il n'y a pas de court-circuitage, quoi que ce soit. Mais au-delà de ça, regarde les trajectoires. Nassourdine rentre à l'UFC. Il est battu par un mec qui s'appelle Ez. Il en est où aujourd'hui, Ez? Oui, non, c'est vrai. Complètement, je te Cyril rentre à l'UFC. Au moment où il rentre à l'UFC, il est battu de loin par un mec qu'on appelle un footballeur américain, un fameux footballeur américain qui a été viré de l'UFC. Greg Hardy. Greg Hardy. Il est battu de loin au point où moi je reçois plein de messages qui me disent Collard Greg Hardy, c'est la personne du moment. Si vous le collez out et tout, vous allez être connu, vous allez avancer, vous allez faire la ceinture. Il est où aujourd'hui, Greg Hardy, sorti de l'UFC? Ça ne veut rien dire, c'est parcours. Il y a des gens qui sont stables, solides, qui avancent de manière solide, posée, et tu peux parier dessus. Il y a des gens, c'est un peu volatile dans la manière de combattre. Pereira, c'est solide. Je ne pense pas qu'il a encore stabilisé son statut, qu'il ait déjà stabilisé son statut. Je pense qu'il va faire un très bon match avec Strickland, mais je ne suis pas sûr que ce soit déjà le match à aller regarder parce qu'on est tout le temps en train de guetter du côté du champion Adesanya parce qu'ils ont une histoire dans le passé qui serait magnifique, mais on est très loin de ça. Donc, moi, je n'ai pas de consultage, je ne considère même pas que le fait que le combat de Nassourdine soit renvoyé est une mauvaise nouvelle en soi. Parce que non, je pense juste que nous, on sait que c'est plutôt une bonne nouvelle. Non, bonne nouvelle. C'est bien. C'est bien qu'on puisse... on a un peu plus de temps pour affiner tout ce qu'on a envie d'affiner. On a un peu plus de temps pour gérer les états de santé et tout ce qui va avec. Et donc, je pense que non, il n'y a pas de problème. Le combat, il va avoir lieu bientôt. Et on va voir la course de ces deux messieurs, Nassourdine Imavov d'un côté et puis Alex Pereira de l'autre côté. On verra bien à quel moment les planètes vont se croiser peut-être, on ne sait pas. Parce que toi, c'est quelque chose que tu aimerais voir. Tu vois, enfin, dans le sens... ok, d'accord. Pas tout de suite. Honnêtement, non, pas tout de suite. Parce qu'encore une fois de plus, dans la course, je ne pense pas que combattre contre Pereira maintenant soit tombé à l'avant. Pereira, c'est un problème. Ce n'est pas facile à dealer. Même si je pense que s'ils avaient un match, Nassourdine gagnerait. Mais Pereira, c'est un problème à dealer avec. C'est pas facile à gérer comme problème. Donc, quand tu as passé ce genre de problème qui est derrière toi, vaut mieux aller de l'avant et voir ce qui se passe en avant. Déjà, viens en bas déjà à Gastelum si on réussit à le faire. Et ensuite, avec beaucoup d'humilité, on va avancer et voir ce qui se passe un peu plus loin. Ok. Moi, en tout cas... L'impression que j'ai, c'est que Nassourdine Imavov contre Strickland serait plus... On pourrait mieux usufruire le résultat de ce combat que Pereira contre Strickland. J'ai l'impression que la victoire de Pereira sur Strickland ne l'amène pas très loin. Ah, mais ils veulent le pousser. Pour moi, c'est parce qu'ils veulent clairement le pousser. Non, mais là encore, on est en train de... À chaque fois, ce qu'on fait de la spéculation. Moi, j'aimerais que tu le dises, que clairement, ils veulent
que tu as l'impression qu'ils veulent le Ah, pousser. j'ai clairement l'impression. J'ai clairement l'impression. Mais dis clairement, on ne sait pas tout. On ne sait pas encore comment. Je te dis juste que là, aujourd'hui, le match fait sens pour moi. Sridlan n'est pas un mec qui apporte un niveau de boxe de malade ou un niveau de sol de malade. Il est bizarre comme patin. Il casse les bonbons à tout le monde, mais il n'est pas beau esthétiquement à voir quand il boxe, mais il est là quand même et il gêne les gens. On a envie de voir comment ce style-là va matcher avec quelqu'un qui est un expert en boxe et qui reste prudent, parce que Pereira est très prudent quand même. Il ne veut pas perdre. On va voir ce que ça donne. Ce que je t'ai dit, c'est que tu te lèves un matin, on t'annonce que Pereira a battu Sridlan, tu fais quoi de lui? Donne-moi le prochain match, tu fais quoi? Le match d'après, ben je pense que je mets Alex Pereira contre Jared Cannonier. Et là, tu le mets dans les problèmes. Voilà. Bah oui, mais tu vois ce que je veux dire? Mais à un moment donné, il faut qu'il soit... Parce que là, imaginons qu'il batte Strickland, il bat le 6ème. Après, c'est pour ça que je t'ai dit que je ne vois pas trop où il va. C'est-à-dire que la montée où on l'amène, elle est trop rapide par rapport à ce qu'il sait faire. Dès qu'il a battu Sridlan, il est dans les problèmes. Alors que Nassourdine, il bat Sridlan, comme il connaît, il sait un peu faire du sol, il met en danger les gars qui sont bons en soumission, il est bon en lutte un peu, il est complet. Du coup, tu vois des choses, tu vois des match-ups possibles pour le faire avancer. Voilà ce que j'essaie de mettre en avant en disant que j'ai l'impression qu'on a pris le petit parce que ça fera un beau match. Et si ça passe, on fait rêver les gens en disant ça va se passer, mais il n'est pas prêt d'affronter Israël Adesanya. C'est-à-dire que tu fais quoi? Tu le fais sauter tout. Tu fais qu'il saute 5 personnes pour affronter Israël? Mais non, c'est une folie, personne ne fait ça. C'est pas possible. Donc forcément, il va devoir... Dès qu'il y a un certain nombre de personnes, quand tu les as battues, tu es dans les problèmes. Ouais. Là, Thomas Spinal. T'es dans les problèmes. Thomas Spinal, il a battu Volkov, bah, il est dans les problèmes. Là, maintenant, il va avoir les problèmes. C'est que Thomas Spinal est un problème, mais il va avoir des problèmes devant lui. Tu vois, il y a un niveau, quand tu passes, il faut savoir que tu bascules dans l'univers des problèmes. Et ce que je dis, c'est que Nassourdine, même s'il n'y a pas de transitivité en MMA et que je ne dis pas avec certitude, je ne pense pas avec certitude qu'il va battre Pereira, ce que je dis, c'est que son style lui permet de continuer à avancer alors que le style de Pereira, Cannonier, c'est un gros problème. Eh oui. Mais après, là, je pense que le truc aussi, c'est que... Ouais, El Pereira, il est peut-être... Je veux pas dire qu'il a fait sa transition trop tard, mais tu vois, il y a ce côté, la rivalité avec Adesanya à distance, le fait que depuis qu'il soit arrivé, il est en mode Adesanya me fuit, Adesanya a peur de moi. Oh non, il essaye, ça c'est normal, il essaie de gratter la hype. Rappelle-toi Conor McGregor. Est-ce que tu sais le seul mec qui a battu Conor McGregor au Cajoar? C'était Joe Duffy. Ok. Jonathan Duffy. Donc, Joe, il a battu Conor au Cajoar. Quand il est arrivé à l'UFC, grosse hype sur lui. Oh, on va le monter, il va affronter, ça va être un gros match avec Conor, ils vont se croiser. Il est où, Joe Duffy? Il a pris sa retraite. Voilà. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que le gars essaie de capitaliser ce qu'il a comme communication. Ces éléments de communication, c'est j'ai battu un jour Adesanya. Bah, tu peux rien faire, tu peux pas lui enlever ça, c'est la vérité. Mais maintenant, comment arriver là-bas? C'est un problème, c'est un vrai problème. Il y a des monstres sur le chemin. Il va faire des guerres comme il n'a jamais fait de guerre. C'est vraiment compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Donc, allons-y doucement avec lui. Apprécions le match. Je pense même qu'il va gagner même. Je pense même qu'il peut le gagner, pour dire la vérité. Mais ce que je dis, c'est qu'après, comment faire? Comment rétrograder? Comment faire machine arrière? Comment lui trouver quelque chose de frais? Comment faire pour qu'il ne se brûle pas les ailes? C'est là où ça se complique. Et voilà, vous avez la réponse à votre question, parce que oui, chaque semaine vous pouvez poser vos questions au King qui répond avec plaisir. Et c'était Rémi G qui avait posé cette question-là, j'étais un peu trop vite. C'était que pensez-vous d'Alex Pereira et du fait que lui et Sean Strickland seraient d'accord pour s'affronter en juillet UFC 277? Poatan ne risque pas de griller la priorité à notre sniper national pour un title shot contre Adesanya? Vous avez eu votre réponse.
Deuxième question, de Billy on Air. En imaginant que les meilleurs combattants ne sont pas tous à l'UFC, serait-il alors possible d'organiser un super tournoi annuel réunissant les meilleures organisations de MMA au monde, où les champions respectifs de chaque organisation dans une catégorie de poids donnée s'affronteraient pour déterminer le meilleur des meilleurs? Toi, est-ce que c'est quelque chose auquel tu as déjà pensé? Parce que bon, il y a eu cette fantaisie-là qui est venue à chaque fois autour de l'UFC, selon de toute façon ça n'arrivera pas, mais il y a régulièrement des organisations, que ce soit le Bellator, le Rising ou d'autres, qui font ce move-là. Et toi, est-ce que c'est quelque chose que t'aimes bien aussi, comme idée? Ils font quel move? Non, ils font pas ça. La question que le gars demande, c'est est-ce qu'on peut faire un championnat? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une entente entre toutes les grosses organisations pour qu'on organise un championnat. Déjà, commençons par une copromotion. Tu vois, genre par exemple contre le Rising, ils mettent leur champion contre le champion du Bellator. C'est pas une copromotion, ça. C'est juste que le mec, il a fini dans un... Il était au Bellator, il a fini au Bellator, il prend un document qui lui permet d'être libre de ses obligations avec le Bellator et il va alors aller au Rising. Il n'y a même pas de coopération. C'est que... Oh si, pour le Bellator, si, parce que c'est genre un coup tu viens au Bellator, ils avaient fait ça avec... Oh, j'oublie son nom, honte sur moi. Où en gros, donc le champion Bantam du Bellator était venu pour un événement, il avait gagné, ensuite il y avait eu le match retour qui se faisait au Rising. Ok. C'est honteux, j'oublie son nom, c'est honteux. C'est de l'utopie. Bah voilà. C'est pas possible. Pour que ça marche, il faudrait qu'il y ait beaucoup d'entente. Il faudrait qu'il y ait une espèce autant de l'ONU, des sports de combat, des MMA qui se réunissent et qui disent, bon les gars, nous tous les présidents, on va faire une ligue et tout pour faire kiffer le monde entier. Mais sauf que ce n'est pas ça. Malheureusement, la concurrence est tellement rude qu'on n'a pas intérêt à organiser quelque chose pour faire kiffer le monde entier. C'est que, en gros, celui qui pose la question se met à la place du consommateur. Et il dit, moi qui consomme le spectacle, ce serait tellement un rêve que tout le monde se mette d'accord et qu'ils nous vendent un truc ensemble. Sauf que ceux qui vendent le truc, c'est que le mec, il a sa pomme d'essence, il s'appelle Total, l'autre s'appelle BP, l'autre s'appelle machin. Et on dit, bon, venez, on mutualise, on fait un super carburant et tout qui coûte moins cher, comme ça, machin. Le vendeur de carburant dit, mais non, moi, ça m'intéresse pas, en fait. Moi, je fais ma vie, moi, je m'appelle Total, j'ai ma manière de vendre mes produits. Toi, tu vends tes produits. C'est la même chose, en fait. C'est que on a toujours une erreur de vision de la chose. Tu as eu ça cette semaine-là. J'ai vu que Saladin Parnasse n'était pas content du fait que vous ne connaissiez pas, vous ne parliez pas assez de lui et que vous sachiez pas exactement ce que c'est que le KSW et qu'il fallait en parler. Mais c'est toujours une mauvaise lecture de la chose. Les gens ont toujours cette lecture-là qui est de leur prisme et de ce qu'ils voient. Les gens ne captent pas que ce n'est pas un hasard si tous les podcasts du monde entier, donnent la part belle à l'UFC. C'est pas un hasard, c'est pas juste, les mecs qui sont pas fous en mode, bon, tu sais quoi, viens, on va boycotter le KSW, c'est la meilleure organisation au monde, mais on va les boycotter, on va parler que de l'UFC. Mais non, il n'y a pas pire mec que, par exemple, Luc Thomas. Il n'y a pas pire fossoyeur de l'UFC que Luc Thomas. C'est qu'il déteste profondément Dana White de l'UFC. C'est une guerre de tranchées. Ils sont à couteau tiré. Ah bah il est même plus accrédité aux événements UFC. Voilà. Mais cependant, son podcast, qui est l'un des meilleurs au monde, fait quasiment 95%, si ce n'est 90% de l'UFC. Parce que malheureusement, il a besoin de manger, il a besoin de vendre son papier et il va où ça clique. Ça se saurait si le KSW était un buzz. Ça cliquerait. J'ai beaucoup de respect pour tous ces gars, pour tous ces jeunes. Je pense que Saladin Parnasse est l'un des meilleurs combattants en France, si ce n'est le meilleur dans sa catégorie, et qu'il est l'un des meilleurs au monde. Mais encore une fois de plus, très honnêtement, je le dis sincèrement, là, tu me reposes la question, quel est le nom de son adversaire? Je ne sais pas ce qu'ils son adversaire. Et putain, il vient de combattre, je ne me rappelle plus. Alors que c'est Saladin Parnasse qui m'a permis de prononcer le nom de son adversaire quand j'ai entendu parler de leur combat. Et je ne sais plus. Parce que c'est... Et même quand on en parle, je voulais juste ajouter qu'on en parle parce qu'il y a Saladin Parnasse. Si demain il va dans une autre organisation, on en parlera parce que Saladin Parnasse y est. Voilà.
C'est ça, c'est ça. Et donc, c'est toujours une mauvaise lecture, une mauvaise appréciation des gars qui se disent, moi, de mon point de vue. Donc, on revient à la question, est-ce que je pense que c'est possible qu'un jour, il y ait un championnat de tous les champions de chaque organisation, comme ça, on voit qui est le meilleur champion? C'est impossible. Il faudrait que l'UFC se mette d'accord avec le Bellator, se mette d'accord avec le ONE FC, avec le KSW, avec le PFL, avec la RES, avec machin, et qu'on mutualise tout, et qu'on se mette d'accord, et qu'on vende un combat, et que... Impossible. C'est juste de l'utopie. Il faut garder ça dans nos fantasmes, dans nos têtes. Ça n'arrivera pas, c'est impossible. Il peut y avoir des coopérations. Moi, aujourd'hui, je suis en train de parler avec le Bref parce que je dois faire je prévois faire une coopération avec avec Mohamed Chahid, le président du Bref. J'ai des possibles coopérations mais c'est impossible de faire ça. Alors qu'on a toujours ça. Moi, j'ai eu des grosses... des gros investisseurs, des levées de fonds qui arrivaient à nous pour pouvoir des fonds d'investissement, j'allais dire, des fonds d'investissement qui venaient à nous pour pouvoir injecter des sous sur Ares et qui disaient, est-ce que ce ne serait pas possible d'organiser un truc où il y a toutes les ligues qui se croisent et on fait une seule grosse ligue en France et puis on fait, mais si j'appelle mes amis d'Hexagone ou mes amis de 100% Fight, ou mes amis de GFA pour dire, bon les gars, vous venez, on fait une ligue, mais ils vont me rironner, ils vont dire, mais de quoi tu me parles? Vas-y, bouge. C'est impossible techniquement. Donc du coup, voilà, malheureusement, il faut qu'on soit dans la réalité de ce qui se passe. Il faut pas juste qu'on voit de la lecture de jeu où on est et qu'on se dise, oui, mais c'est bizarre et tout. Moi, j'aimerais plus qu'il parle. Enfin, j'ai lu des commentaires où on dit, mais moi, j'aimerais plus que la sueur. C'est pas possible, quoi. Il y a tel qui a combattu ce week-end, il faut qu'il parle de lui. Mais non. Enfin, une société n'est pas c'est pas une organisation. C'est pas les restos du cœur, quoi. Même les restos du cœur, ils vont distribuer les repas où ils veulent. Tu peux pas arriver et puis dire aux gens, ah, mais c'est normal, c'est dommage, vous n'êtes pas des bons journalistes parce que là, ce week-end, il y a eu tel combat au KSW, vous n'en avez pas parlé. Mais non, parce que je te promets, crois-moi, si ça marchait, j'aurais parlé de ça. En gros, c'est que quand il y a un mec comme Joe Rogan qui fait son podcast et qui ne vient pas appeler Fernand Lopez pour que Fernand Lopez aille sur le poste, mais ce serait fou de ma part de dire oh mais il est trop bête Joe Rogan, il y a tout le temps Arès, il ne parle même pas d'Arès. Mais Joe Rogan va dire mais t'es un fou furieux. Moi j'ai le plus gros podcast du monde. Il faut que tu saches, voilà, ok. Ce qui nous manque, c'est savoir se valoriser. Chacun devrait connaître le niveau de sa valeur. Si je connais ma valeur, je sais que je ne peux pas paraître sur tous les week-ends sur le podcast de Joe Rogan parce que c'est le plus gros podcast jamais vu au monde. Il n'a aucun intérêt. Il va aller sur des choses qui font cliquer. Il va aller parler, par exemple, du Covid. Et il va avoir une polémique dessus en disant le Covid, ça existe, ça n'existe pas, le vaccin est bien, il n'est pas bien. Et là, son podcast décolle. Mais quand je vais lui dire, écoute, il y a Arès, il va dire, mais tu es sérieux? Mais c'est quoi Arès? Enfin, j'ai des vrais cas Et donc, il y a toujours des personnes qui ne connaissent pas ce métier, qui vont dire, oh, j'ai vu et tout, mais c'est n'importe quoi, la sueur. Ils ont fait un débrief sur la gifle de Will Smith mais laissez les experts de la communication faire leur truc. Ils buzzent, ils cliquent, ça marche. Si vous n'êtes pas content et vous pensez que vous pouvez faire mieux, ouvrez votre podcast, faites-le. Enfin, c'est un truc, je ne comprends pas en fait pourquoi on a une telle facilité à voir les choses, à critiquer. Enfin, ça me dépasse en fait de ne pas avoir l'humilité et de reculer et de se dire, bon, je ne sais pas, ces mecs n'ont pas l'air d'être cons. Ils sont les meilleurs en France. S'ils ont choisi de faire ça, peut-être qu'ils savent vers où ils vont. Moi, mon rôle, c'est plombier. Je continue à faire mon filetage et faire mes plomberies, éviter qu'il y ait des fuites d'eau. J'ai laissé les experts de ça faire ce qu'ils font. Voilà. C'est... Eh ben, dis donc, un point complet sur la question, mais en tout cas, malheureusement, on devrait pas avoir de super tournois comme ça entre tous les champions. Et je rappelle même, au-delà, il y a un truc que t'as pas évoqué aussi et que l'UFC avait eu, c'était quand ils avaient envoyé Chuck Liddell au Pride,
ou au-delà, tu vois, du fait que ce soit pas possible financièrement, t'avais aussi ce côté, c'est Dana White qui avait expliqué ça, ça faisait un peu règlement de compte quand ils avaient envoyé Chuck Liddell, où l'organisation voulait surtout pas qu'il gagne. Ce n'est pas possible. S'il gagne, quand Chuck Liddell gagne, ça veut dire que c'est l'UFC qui a gagné versus Pride. Techniquement parlant, il faut qu'on ait du recul et qu'on se mette vraiment à la place des gens qui font ces trucs. Et on va se rendre compte, c'est que avant de dire, oh, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils ont fait ça? Prends ton corps, mets-le dans ses chaussures, mets-toi à sa place et dis-toi, tu aurais fait quoi, toi? Et là, ça change toute la donne. Et donc, moi, voilà, je me mets à la place de tous ces chefs d'entreprise qui sont des responsables et des présidents et d'organisations des MMA. Et je vois des organisations venir me voir pour dire, bon, rien qu'en France, prenons le cas de la France, une organisation vient me voir et me dit, bon, est-ce qu'on peut faire un truc où on met tous nos super champions ensemble et tout? Non, je suis bien là. Là, je suis bien. Non, ça va pas être possible tout de suite. Je suis bien. Et si vous réfléchissez comme ça, vous pouvez escaler ça à plusieurs niveaux au-dessus de nous. Alors que nous, on a un très petit niveau déjà et qu'on pourrait dire, OK, on va appeler toutes les organisations françaises, on fait une seule ligue, on fait une seule champion. Mais même pour vous, il y aurait plus de diversité parce que du coup, l'intérêt aussi, c'est que que le jeudi, tu puisses avoir Arès ou le vendredi, et puis le lendemain, tu as telle autre organisation, et puis ensuite, tu as tel autre. Voilà quoi, qu'on puisse avoir d'autres organisations. C'est dommage qu'on ne puisse pas. Non, c'est un bon fantasme, mais il faut le laisser en fût où il est, le fantasme d'avoir une ligue avec, enfin, une espèce de tournoi où il y a tous les champions de toutes les ligues. Et puis rien n'empêche de faire des champions versus champions officieux. Je vous invite à aller à Arès le 25 juin prochain où vous aurez un combat de ce genre-là. Bien, je pense qu'on a fait le tour, monsieur. Oui, on a fait le tour. Eh ben parfait, il a répondu à vos questions, l'actualité était chargée, on a une Française qui est en train de tout casser à l'UFC. Le King, merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas King Energy est disponible sur toutes les plateformes audio, Apple Podcast, Google Podcast et j'en passe. Vous tapez King Energy et là, pouf, tous les épisodes s'affichent. Le King, merci beaucoup. Merci infiniment pour ton temps. Merci nos amis qui nous follow. Et puis, vous connaissez déjà la musique. Donnez à manger au père Guillaume en mettant des pouces, des clics et des abonnements. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine. À la semaine prochaine.